Le tambour funéraire battait dans la poitrine de Kumba comme un cœur qui refuse de mourir, et c'est à ce moment précis, au moment où elle jetait une poignée de terre rouge sur le cercueil de Djibril, que la lettre tomba. Personne au village de Diok n'avait prévu que ce jour des funérailles révélerait un secret capable de remodeler 40 années de mensonges, de sacrifices silencieux et d'amours impossibles. Comment une enveloppe jaunie, glissée entre deux feuilles de son indigo funéraire, pouvait-elle contenir autant de tonnerre? 3 questions explosaient dans l'esprit de chacun en voyant Kumba, l'épouse du défunt, chanceler en lisant ces mots. Pourquoi Djibril avait-il gardé cette lettre collée à sa peau pendant 4 décennies? Qui était vraiment cette femme en boubou blanc, celle qui s'était écriée en voyant le corps, et pourquoi ses larmes coulaient elles comme des rivières éternelles? Et surtout, combien d'autres secrets dormaient sous les dalles du cimetière ancestral de Diok? Le griot Mamadou, assis au pied de l'arbre à palabres, sentit le frisson des esprits ancêtres. Les 3 indices mystérieux étaient là, invisibles mais tangibles, la lettre jaunie, les 2 anneaux d'or que personne n'avait jamais vus au doigt de Djibril, et cette cicatrice en forme de cœur sur son épaule gauche qu'on avait toujours cru accidentelle. 3 signes qui allaient redessiner le visage même du destin. Le village de Diok s'étendait comme une respiration entre le fleuve Sénégal et l'immensité des terres rouges. Les maisons aux toits de chaume se regroupaient autour de la place du marché, où les femmes vendaient des mangues aussi parfumées que des secrets de sorcières, où les artisans travaillaient le cuir et l'or avec la patience des gens qui savent que le temps appartient à ceux qui savent l'écouter. L'air y sentait l'encens de la prière du soir, mélangé à l'âpreté du bout de vache qui servait à blanchir les cours. Les sons s'entrelançaient, le pilon dans le mortier qui écrase le mil, les rires des enfants qui jouaient à l'ombre des baobabs, la voix du muezzin qui glissait par-dessus les toits comme du miel tiède. Djibril était arrivé à Diok 42 ans plus tôt, un homme de 35 ans aux épaules larges, au regard qui n'appartenait à personne. Il venait du nord, disait-on, d'une région où les familles ne parlaient pas et où les hommes apprenaient à porter le silence comme une armure. Son métier? Charpentier. Ses mains créaient des portes, des meubles, des choses qui dureraient. Kumba, elle, était née à Diok. Fille du chef commercial, elle avait hérité de la beauté de sa mère, cette beauté qui n'était pas seulement physique mais spirituelle, celle qui faisait que les gens se taisaient quand elle passait pour écouter le bruit de son âme. 2 ans après l'arrivée de Djibril, le mariage avait eu lieu. Les tambours avaient parlé pendant 7 jours. Les griots avaient chanté des généalogies aussi longues que le Nil. La famille de Kumba avait célébré cette union comme une prospérité envoyée par les ancêtres. Djibril était devenu un homme établi, respecté, un artisan dont les créations ornaient les maisons les plus importantes du village. Ensemble, ils avaient eu 4 enfants, 3 fils et une fille, et une vie qui ressemblait à une rivière calme. Mais les rivières calmes cachent toujours des profondeurs. Toumani, le frère cadet de Djibril, travaillait comme tisserand. Boubou, leur servante depuis 35 ans, connaissait chaque coin de leur maison. Et puis il y avait Oumou, l'amie d'enfance de Kumba, celle qui venait chaque jour préparer le thiéboudienne, celle que tous considéraient comme un membre de la famille. Ces 3-là auraient pu raconter l'histoire vraie, s'ils n'avaient pas juré le silence. Djibril était tombé malade un mardi, au moment où les hirondelles quittaient le ciel pour la nuit. Une fièvre étrange, avec des hallucinations qui le faisaient appeler un prénom que personne au village ne connaissait, un prénom qui ressemblait à celui d'une femme, qui commence et finit comme une caresse. Kumba avait veillé sur lui pendant 3 jours et 3 nuits, comme elle l'avait fait pendant 40 ans. Elle lui changeait les draps, lui posait des compresses humides sur le front, murmurait des prières à Allah pour qu'il le ramène. Mais Djibril, perdu dans ses rêves fiévreux, parlait d'une rivière qu'il ne pouvait pas traverser, d'une main qu'il tenait depuis si longtemps qu'il avait oublié comment la lâcher. C'est alors que le premier coup du tonnerre frappa, Toumani trouva la lettre en vidant les affaires de Djibril pour chercher le remède contre le mal. Une lettre d'une autre main, d'une autre époque, parlant d'un amour qui aurait dû tuer 2 personnes, mais qui les avait juste transformés en fantômes vivants. Le 2e coup vint lors du rétablissement. Djibril était assis dans la cour, regardant le coucher de soleil, quand il demanda à voir sa mère, sa vraie mère, celle qu'il avait abandonnée à Kaolack il y a 42 ans. Il n'avait jamais mentionné sa mère à personne. Sa mère, disait-on, était morte avant qu'il arrive à Diok. Mais le 3e coup, celui qui fendit le ciel en 2, Boubou apporta un message d'une vieille femme du village voisin de Ranérou. Une femme qui demandait à voir Djibril avant qu'il ne soit trop tard. Qui disait qu'elle avait attendu 40 ans.
qui disait qu'elle gardait quelque chose d'important, qui disait qu'elle avait besoin de lui pardonner avant de rencontrer les ancêtres. L'urgence était là, palpable, Djibril avait 75 ans. Ses jours n'étaient plus comptés en années, mais en lunes. Pendant les 7 jours qui suivirent, le village remarqua les premiers signes troublants. Djibril descendait chaque matin à la rivière, lui qui ne quittait jamais la maison 2 fois par semaine en 40 ans. Il regardait vers Ranérou, du côté où les palmiers disparaissaient à l'horizon. Les enfants qui le suivaient par jeu rapportaient qu'il murmurait des choses, des noms, des dates. 1984, le marché. Sa robe indigo. Son rire. Kumba observait son mari avec les yeux d'une femme qui voit une ombre bouger derrière le mur blanc de sa maison. Elle qui avait dormi à côté de lui pendant 40 ans commençait à se demander si elle avait jamais vraiment connu le visage de cet homme. Elle remarqua comment il caressait maintenant certaines cicatrices sur ses bras, ces marques qu'il prétendait être des accidents d'atelier. Comment sa main tremblait quand le nom de Ranérou était mentionné. L'entourage s'inquiétait, les gens parlaient. Les femmes au marché chuchotaient que Djibril perdait l'esprit. Toumani, lui, était rongé par le secret qu'il portait, ce secret qui lui brûlait la langue comme du feu. Il voulait protéger son frère, mais protéger du quoi? D'une vérité qui dormait depuis 4 décennies? Puis vint la révélation partielle. Oumou, poussée par la conscience, révéla à Kumba qu'elle l'avait vu, elle aussi vue longtemps avant le mariage. Quand? Au moment où elle était arrivée enceinte au village, il y a tant d'années. Et pas seule. Avec quelqu'un. Quelqu'un qui l'avait ramenée et était reparti sans se retourner. Kumba demanda, enceinte? Enceinte de qui? Oumou ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Alors un guide mystérieux surgit, Mamadou, le griot. Il vint voir Kumba et lui dit simplement, certaines histoires d'amour ne meurent jamais. Elles s'endorment seulement. Et parfois, avant la fin, elles se réveillent pour demander justice. Il lui conseilla d'écouter plutôt que de parler, d'observer plutôt que de juger. Car, ajouta-t-il, celui qui juge sans connaître la profondeur du puits creuse sa propre tombe. Kumba affronta alors son premier obstacle, elle demanda directement à Djibril d'où il venait vraiment. Il lui répondit avec une honnêteté déchirante, « Je viens d'un endroit où j'ai laissé mon cœur accroché à un arbre. Je suis venu ici en pensant que les années l'auraient détaché. Mais Kumba, 40 ans, c'est rien pour un cœur qui a aimé. Et maintenant tu cherches à savoir d'où elle venait, cette autre vie. » C'était une victoire à la Pyrrhu. Djibril avait l'avoué, mais en avouant, il avait transformé le doute en certitude. Kumba savait maintenant que son mariage n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Les phénomènes surnaturels commencèrent alors. 3 nuits de suite, on entendit une femme chanter dans la nuit une voix ancienne, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Une voix qui chantait une chanson d'amour en fulfulde, cette langue du Nord que personne à Diok ne parlait vraiment. Les gens fermaient leurs portes, traçaient des croissants de protection à la craie blanc sur les murs. Les esprits se réveillaient, disait-on. Djibril, lui, ne fermait pas sa porte. Il écoutait. Et parfois, la nuit, on le voyait debout dans sa cour, les mains levées vers le ciel, comme s'il essayait de toucher quelque chose qui était hors d'atteinte depuis trop longtemps. Les alliances se formaient, Toumani et Boubou se parlaient à voix basse, protégeant Djibril. Oumou s'écartait de Kumba, incapable de maintenir le mensonge face à la vérité qui explosait. Les enfants de Djibril et Kumba, ces 4 enfants qui croyaient que leur père était un simple homme, commençaient à avoir des doutes. Pourquoi leur père se parlait à lui-même? Pourquoi leur mère pleurait-elle en silence? Alors vint la révélation choquante, Boubou, incapable de porter plus longtemps le poids des années, révéla à l'ensemble du village l'existence d'une fille. Une fille née 40 ans plus tôt, d'une liaison avant le mariage de Djibril avec Kumba. Une fille qui avait grandi à Ranérou, qui avait pris soin de sa mère vieillie, qui s'appelait Fatou et qui venait enfin chercher son père avant la mort. C'était une trahison inattendue, mais pas de la part de Djibril. C'était la trahison du temps. La trahison des secrets qui n'avaient pu rester cachés qu'en étouffant les âmes qui les portaient. La poursuite éperdue commença le lendemain. Djibril, après avoir appris la révélation, s'enfuit en direction de Ranérou. Il fallut 3 jours pour le retrouver, assis sous le même arbre où, 42 ans plus tôt,
il avait rencontré celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Elle, sa véritable compagne de vie, s'était éteinte seulement 6 mois plus tôt, emportée par la maladie de la malaria. Juste avant de pouvoir le revoir, pensait-il dans sa douleur. Et il y eut un sacrifice douloureux mais nécessaire. Djibril comprit qu'il devait revenir à Dioc, qu'il devait affronter la femme qu'il avait épousée pour de mauvaises raisons. Il devait lui demander pardon non pas pour l'amour qu'il avait gardé vivant, mais pour le mensonge qu'il avait construit autour d'elle. Et Kumba, en l'attendant, comprit à son tour qu'elle avait besoin de comprendre cet amour qu'elle n'avait jamais pu offrir. Car comment peut-on en vouloir à quelqu'un pour un amour qu'on ne peut simplement pas égaler? Puis Fatou arriva au village. Elle avait la silhouette de son père, mais les yeux de sa mère, ses yeux qui racontaient 40 ans d'attente et de résignation. Elle s'assit en face de Djibril dans la cour familiale, et elle lui parla. « Mon père, tu m'as abandonné avant même de me connaître. Tu as choisi de vivre un mensonge plutôt que de nous affronter. Et maman a attendu que tu reviennes, jusqu'au jour où elle n'a plus pu attendre. Elle qui t'aimait plus que sa propre vie. » Djibril pleura. Il pleura comme pleuvent les pluies de juillet, avec la violence de 40 ans d'hiver retenus. Il avouait que c'était la famille de Kumba qui lui avait imposé le mariage, qu'on lui avait dit que sa relation était impossible, qu'il devait devenir un homme respectable. Il avait plié. Il s'était plié comme le roseau se plie sous le vent, pensant que c'était la sagesse de l'âge. C'est alors que émergea le secret ancestral. Fatou révéla que sa mère, avant de mourir, avait écrit des centaines de lettres. Des lettres que Djibril n'avait jamais reçues. Des lettres qui parlaient d'un amour qui avait élevé une enfant, qui avait nourri 2 âmes mêlées, qui avait créé une famille invisible mais réelle. Et la révélation finale, celle qui fendit le cœur de chacun, Djibril apprit que sa fille avait eu elle-même des enfants. 4 petits-enfants qui avaient grandi en sachant le nom de leur grand-père, en lui parlant dans le silence de leurs prières. 4 vies que Djibril n'avait jamais connues, 4 branches de son arbre généalogique qu'il avait vu tomber sans les voir tomber. Le point de rupture psychologique vint quand Kumba elle-même approcha de son mari. Elle lui prit la main, celle qu'il avait retenue fermée pendant 40 ans, et elle dit « Je sais maintenant que ton amour appartenait à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pour cela que tu as pu rester avec moi. Parce que tu m'aimais d'une autre manière, pas comme on aime le feu, mais comme on aime la maison. J'aurais voulu être le feu, Djibril. Mais je comprends maintenant que c'est de la maison que tu avais besoin pour guérir. » Djibril s'effondra dans les bras de sa femme. Et Fatou, voyant son père enfin vrai, enfin humain, enfin blessé de la bonne façon, le prit aussi dans ses bras. 2 semaines plus tard, Djibril s'endormit. Son cœur, qui avait battu sous le poids de 2 vies pendant 4 décennies, décida que c'était assez. Il mourut avec le sourire aux lèvres, une main tenant celle de Kumba, l'autre tenant celle de Fatou. Lors des funérailles, le triple retournement explosif. Premièrement, Kumba annonça publiquement qu'elle reconnaissait Fatou comme sa fille. Que pendant 40 ans, elle avait su. Qu'elle avait choisi de rester silencieuse par amour pour Djibril, pas par ignorance. Mon mari avait 2 épouses, moi et l'amour, dit-elle, et un jour, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Deuxièmement, le griot Mamadou se leva et lut à haute voix le journal que Djibril avait tenu en secret. Chaque jour pendant 40 ans, il avait écrit une ligne, un mot, une phrase pour l'amour qu'il ne pouvait pas vivre. Ces pages, des centaines de pages, révélaient une douleur si belle, si vraie, que des larmes coulèrent sur les joues des plus durs du village. Troisièmement, et c'est là que la révélation ultime se fit entendre, on découvrit que Kumba, elle aussi, avait aimé quelqu'un d'autre avant Djibril. Que pendant 40 ans, elle lui avait pardonné d'aimer ailleurs. Et que lui, sachant cela, lui avait aussi pardonné. Que leur mariage n'était pas une prison, mais un accord sacré entre 2 personnes qui avaient choisi de vivre dans la dignité plutôt que dans la passion. Et que c'est peut-être là la plus belle forme d'amour, celle qui choisit l'autre malgré tout, non pas à cause de l'amour fou, mais grâce à la sagesse silencieuse. La lettre jaunie, celle qui avait commencé tout cela, fut lue à voix haute par Fatou. Elle était de sa mère, écrite le jour où elle avait su que Djibril ne viendrait pas. Elle disait : « Mon amour, je comprends maintenant que tu as choisi une autre vie. Et je ne t'en veux pas. Parce que je réalise que l'amour vrai, ce n'est pas celui qui nous rend heureux. C'est celui qui nous rend vrai. Et tu as choisi de rester vrai en restant loin de moi.
C'est de la bravoure. C'est de l'amour aussi. Et soudain, tout le village comprit, il n'y avait pas de coupable dans cette histoire. Il n'y avait que des gens qui avaient choisi, face à des forces plus grandes qu'eux, de rester debout. Dans les semaines qui suivirent, les conséquences dramatiques s'inscrivirent sur le village. Fatou décida de rester à Diok. Elle et Kumba firent connaissance lentement, prudemment, comme deux femmes qui avaient trop attendu pour se rencontrer. Ensemble, elles ouvrirent une école. Une école où l'on enseignait non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi l'histoire vraie. L'histoire des hommes et des femmes qui ont aimé là où ils ne devaient pas aimer, qui ont souffert là où ils auraient dû être heureux, qui ont choisi l'honneur là où ils auraient pu choisir la fuite. Djibril fut transformé par cette mort. Son nom devint une légende au village, non pas comme celui d'un homme qui avait commis une faute, mais comme celui d'un homme qui avait osé porter un amour impossible et en avait tiré de la beauté. Les 4 petits-enfants de Djibril vinrent vivre à Diok. Ils héritèrent de son art de charpentier, mais aussi de sa sagesse. Et quand on les demandait d'où ils venaient, ils répondaient « Je suis la chair du secret. Je suis né de 40 ans de silence qui finalement ont parlé. » La leçon de vie était profonde et universelle, jamais moralisatrice, l'amour n'est pas un choix unique. C'est une succession de choix, faits jour après jour, avec les mains qu'on a, les cœurs qu'on porte, et la compréhension qu'on acquiert en voyant les autres choisir aussi. L'épilogue montrait que 3 générations plus tard, les enfants de Fatou racontent encore cette histoire autour du feu. Et la chute finale hantait encore les esprits. Kumba, qui avait attendu que son mari meure pour enfin vivre sa propre vie, comprit au bout de quelques années qu'elle l'avait toujours aimé. Mais pas avec la passion du feu. Avec la tendresse de l'eau qui érode doucement la pierre pendant 40 ans et en révèle les veines cachées. Elle écrivit sa propre lettre avant de mourir, qu'on lut à ses funérailles. Mon cher Djibril, tu m'as aimé en aimant quelqu'un d'autre. Et j'ai appris que c'est possible. Qu'on peut remplir un cœur qui refuse de se remplir pour nous. Que la vie, ce n'est pas d'obtenir ce qu'on désire, c'est de désirer ce qu'on obtient. Merci pour ces 40 ans d'école. Et le cycle se ferma, mystérieux et complet, puisque Mamadou le griot déclara que les 2 amoureux, Djibril et celle du Nord, s'étaient enfin retrouvés après la mort. Que parfois, c'est seulement après la fin que commence la vraie histoire. Car voilà le secret que le village de Diok garderait à jamais, l'amour qui dure 40 ans en silence est peut-être plus vrai, plus profond, plus réel que 1000 amours éclaboussés sur les murs. Et les funérailles ne furent pas une fin, mais un commencement. Un commencement de la vérité enfin respirée, enfin vivante, enfin libre. Comme dit le proverbe mandingue, la vérité qui attend 40 ans pour parler parle avec la voix des ancêtres. Et au village de Diok, on n'a jamais oublié le jour où les funérailles de Djibril ont ressuscité les cœurs de ceux qui croyaient être morts.